Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. L'enregistrement à l'état civil, encore une équation dans plusieurs localités du Sénégal. Le gouvernement s'engage dans un vaste processus de digitalisation des actes. 8 millions ont été déjà informatisés et 52 centres d'état civil sont en cours de construction ou de réhabilitation. La première semaine nationale de l'état civil a été lancée à Matam. La gendarmerie renforce sa présence sur la Petite Côte. 3 nouvelles brigades ont été inaugurées par le ministre des Forces armées. Sidiki Kaba rappelle l'impératif sécuritaire dans un contexte de crise profonde. Lompoul-sur-Mer peine à voir le poisson sur la Grande Côte. Les pêcheurs se contentent, malgré eux, de maigres captures. Les revendeurs s'arrachent le produit et se plaignent du manque d'équipement frigorifique. Lompoul-sur-Mer ou le grand désert halieutique au niveau du Grand Bleu, c'est le reportage de ce 20h. Bienvenue à tous. 3 nouvelles brigades de gendarmerie sur la Petite Côte. Nianing, Ngaparou et Malicounda sont les communes qui accueillent ces unités. La gendarmerie renforce sa présence dans le département de Mbour. Le ministre des Forces armées rappelle l'impératif de renforcer le dispositif sécuritaire dans un contexte de crise profonde. Mariam Biramba. Dans un contexte où la sécurité vaut son pesant d'or, les autorités ne lésinent pas sur les moyens. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, accompagné du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a procédé aux inaugurations des brigades de proximité de Nianing, de Ngaparou et de Malicounda. Ce qui entre en droite ligne avec la densification du maillage sécuritaire du territoire national. En inscrivant la sécurité de nos concitoyens au cœur de ses priorités, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, a eu la claire vision des enjeux du contexte sécuritaire actuel et à venir, marqué par des crises profondes et d'une grande complexité qui affectent de façon continue la bande saharienne. Le département de Mbour mérite une attention toute particulière. Le développement des faits d'insécurité, tels que les atteintes aux personnes, les trafics illicites, le vol de bétail, justifie l'implantation dans cet espace de plusieurs unités de gendarmerie. Mbour est le seul parmi les 46 départements à disposer d'une unité de gendarmerie dans pratiquement toutes ses communes, à l'exception de la commune de Nguyen. Cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité se traduit dans la gendarmerie sous l'impulsion du haut commandant, le général de corps d'armée Moussa Fall. Le rapprochement des unités avec les populations va permettre à la gendarmerie d'apporter une riposte rapide aux éventuelles menaces sur la sécurité des personnes et des biens. Un acte fort apprécié par les autorités municipales. Aujourd'hui, 10 août 2023, 3 octobre 2019, bientôt 4 ans, la brigade de proximité s'est installée dans nos locaux. Une sécurité absolue, un Sénégal émergent avec une paix et une sécurité. Nous remercions son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Les populations ont des baumes dans leur cœur. La peur bleue qui les habitait de jour comme de nuit va s'atténuer. La construction de la brigade de proximité de Malicounda est toute particulière. Elle est en effet l'œuvre du maire de la commune, Maguette Sène, et son équipe qui ont construit l'infrastructure avant de la mettre gracieusement à la disposition de la gendarmerie. Cette brigade de gendarmerie de Malicounda Wolof, construite et équipée entièrement par la commune de Malicounda, est une modeste contribution de notre municipalité à l'effort de sécurité que les pouvoirs publics s'évertuent en tout lieu et en tout temps à apporter aux populations que nous sommes. Monsieur le ministre, vous pourrez toujours compter sur l'engagement des autorités municipales que nous sommes pour accompagner la gendarmerie et toutes les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission. Monsieur le maire, recevez ici, par ma voix, les félicitations et remerciements du chef de l'État, le président Macky Sall,
et de la gendarmerie nationale, en la personne du général Moussa Fall, en souhaitant que votre acte inspire les autres maires et élus locaux du Sénégal. Ici, à Malicounda, vous avez bien compris que la véritable lutte qui vaille, c'est le respect des lois et des institutions. Vous avez aussi bien assimilé que la sécurité n'est pas seulement un domaine réservé aux forces de l'ordre, mais qu'elle concerne tout citoyen. Dans le cadre de la densification du maillage territorial, la gendarmerie nationale a initié depuis quelques années la création de nouvelles unités pour la promotion de la sécurité de proximité. Sous peu, l'état-major de la compagnie de Mour, l'escadron de surveillance et d'intervention, la brigade routière ainsi que la brigade de proximité de Somone seront ouverts. Les travaux sont pratiquement achevés. Digitalisation de l'état civil, Matam est la première étape de la semaine nationale consacrée à ce programme. Une campagne pour parler de l'opportunité d'accroître les moyens de couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données. Salut Sec. Matam, au nord-est du Sénégal, une région en pleine expansion. Ici, on note une forte évolution démographique. Toutefois, son taux d'enregistrement à l'état civil ne dépasse pas encore 74%. C'est ainsi que la région est choisie pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'état civil. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous a instruit à l'occasion de la journée nationale de la décentralisation d'organiser à partir de cette année la semaine nationale de l'état civil dans l'optique de renforcer la sensibilisation du grand public sur l'importance de l'état civil. L'état civil est confronté à un manque d'information, parfois à la désinformation pour certaines populations. En effet, les études menées montrent une méconnaissance de l'intérêt de déclarer un enfant de l'état civil. Des conditions, mais surtout des procédures de déclaration d'un événement vital à l'état civil. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, d'avoir fait de la modernisation de l'état civil une priorité nationale. Ainsi, il a initié des mesures concrètes avec le soutien de nos partenaires pour accélérer ce processus de modernisation. Nous espérons donc que cette semaine participera à résoudre définitivement les problèmes de l'état civil et permettra aux collectivités territoriales d'améliorer leur politique, notamment en matière de planification de la santé, d'éducation, de protection sociale, etc. Le thème choisi est en parfaite adéquation avec la politique du gouvernement en matière d'état civil. Dans ce secteur, des avancées significatives sont notées. 52 centres d'état civil sont en cours de construction ou bien de réhabilitation. 5 salles d'archivage des tribunaux à grande instance. 37 centres d'état civil alimentés en système photovoltaïque, 65 motos pour faciliter la remontée des cahiers des villages et des quartiers. À ce jour, 8 millions d'actes déjà informatisés par les équipes de l'agence qui poursuivent les opérations à travers le territoire national. Et 2 millions d'actes sont déjà indexés. Une application de gestion des faits d'état civil est en train d'être expérimentée dans les communes de Touba, Saint-Louis, Malicounda, Grand Yoff, Pikine Ouest, Diourbel, Dakar Plateau, Yeumbeul Nord, etc. Durant une semaine, beaucoup d'activités seront menées sur le territoire national. Il s'agit des rencontres populaires de sensibilisation, des sessions de formation des acteurs communautaires et des journalistes, des formations des agents, des campagnes médiatiques et digitales, entre autres. Après le pape 1, 2, 2A, bientôt le pape 3 pour mieux planifier les politiques économiques. Pour les 4 prochaines années, la DGPPE et la société civile évaluent les résultats et les contraintes. Les perspectives sont rassurantes avec l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières. Toutefois, il faut renforcer la gouvernance dans plusieurs autres secteurs. Lamine Touré. Depuis 2014, date de l'élaboration du plan Sénégal émergent, des actions prioritaires sont définies pour soutenir cette vision politique. Les papes 1 et 2 sont passés par là.
Après des années de succès économique à hauteur de 6% de croissance, l'État du Sénégal travaille sur une troisième phase appelée PAP 3 2024-2028. Dans ce canevas, la société civile est au cœur du dispositif, celui de l'évaluation d'abord des acquis. Par rapport à la lutte contre la corruption, où le Sénégal a fait des efforts, mais on note que la moyenne est toujours stable, avec une moyenne de 44 sur l'indice de perception de la corruption. Et malgré tous ces efforts, on note qu'il y a d'autres pas à faire aussi par le gouvernement pour régler cette question. Selon nos calculs, on est à 80% de taux de réalisation. Sur 10 objectifs, on en fait 8, pour résumer, ou à peu près de 9. On en avait beaucoup qui touchent l'économie, le secteur social, l'environnement, la gouvernance, etc. Et pour chacun de ces objectifs, on a mesuré les progrès. Pour ce qui est de l'engagement en termes de dépenses, d'investissement que l'État avait pris, on est à un taux à peu près provisoire pour l'instant à 82%. Donc, ce qu'on peut dire, et c'est ça qui a permis, entre autres, d'avoir un taux de croissance de près de 6% sur la décennie. Des résultats positifs, mais aussi des contraintes ont été identifiées lors des 2 étapes de l'exécution du PSE. Pour la Direction générale de la planification des politiques économiques, il faut lever les difficultés et faire basculer le pays vers l'émergence. On ne va pas tout atteindre aujourd'hui et maintenant. On va faire une progression graduelle. Je l'ai dit tantôt également, notre pays a fait des réalisations pour se permettre, à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, tout se passe, à opter une stratégie de sortie graduelle de la catégorie des paiements. Et la voie du Sénégal, normalement à partir de 2024, devra davantage compter au plan économique. On a eu beaucoup de progrès en matière de diplomatie, etc. Au plan économique, parce qu'on sera désormais pas plus un pays qui figure parmi les pays les moins avancés du monde. Cette présentation faite par la DGPPE a été suivie de questions et d'échanges avec les acteurs de la société civile. Elle a permis de montrer le poids des services dans le cadrage macroéconomique du pays, ce qui a valu au Sénégal de tenir durant de longues années. On a augmenté de près de 30% la production céréalière. Le revenu, c'est ça qui parle aux citoyens, ça a été multiplié après à 25%. Si vous aviez 100 francs en 2014, aujourd'hui vous avez 125 francs, etc., en termes de revenus, etc. Si vous regardez l'énergie, on a doublé les puissances installées, ce qui permet en tout cas d'être sur la trajectoire de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Si vous regardez au niveau de la pauvreté a baissé de 5% sur la période. Si vous regardez également l'éducation, la qualité s'est améliorée, même si on le reconnaît, il y a des difficultés au niveau de l'offre. Le processus de concertation sur la définition du plan d'action prioritaire numéro 3 a débuté depuis janvier 2023 et se poursuit encore dans une démarche inclusive. Un nouveau siège pour le service de l'élevage de Thiès. L'Agence nationale de construction des bâtiments et édifices publics a initié les travaux et entend réhabiliter plusieurs autres bâtiments administratifs dans les 14 régions du Sénégal. Fatoumata Banelba. D'un vieux bâtiment menacé en ruine, le service régional de l'élevage de Thiès va passer à un édifice moderne flambant neuf, construit sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée se trouve l'administration et au premier étage le logement du chef de service. Maître d'ouvrage du projet, le directeur de l'Agence nationale de construction des édifices et bâtiments publics se dit satisfait des travaux. Le chantier est terminé, l'essentiel. On est en train de faire les derniers réglages. Mais nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Et nous pensons qu'aussi les propriétaires du service, en particulier la directrice, va être dans de bonnes conditions de logement et de travail. Et ça nous permettra de pouvoir véritablement avancer dans le fabuleux projet du ministère de l'élevage. Le rez-de-chaussée, c'est l'administration. Nous l'avons visité avec plusieurs bureaux. Au-delà de la construction de ce nouveau bâtiment, l'ancien édifice du service sera également réhabilité. Un aménagement paysager est prévu, le tout protégé par un mur de clôture. Non seulement il faut sécuriser l'espace foncier, propriété du ministère de l'élevage,
parce que chez nous, le foncier est très convoité. Ensuite, donc, il y a un mur de clôture supplémentaire. Ensuite, le bâtiment, l'ancien bâtiment qui quand même garde encore ses structures, peut être bien réhabilité. Et je pense que si on arrive à le réaliser, ça fera un bon chef-d'œuvre, une symbiose entre le nouveau et l'ancien. Et ça permettrait certainement au ministère de l'Élevage d'être encore dans de meilleures conditions. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui est venu à son heure. Donc nous magnifions vraiment ces gestes. Donc ils sont là pour faire, comme l'a bien dit le directeur, une réception provisoire. Dans le projet de réhabilitation et de modernisation des bâtiments publics de l'État du Sénégal, l'Agence nationale de construction des édifices publics joue un grand rôle car chargée de construire des bâtiments solides, mais pour la postérité. Nous sommes en train de réaliser un état des lieux à travers tout le Sénégal pour voir quels sont les bâtiments de l'État qui ont été entamés depuis plusieurs années et qui n'ont jamais été terminés, qui ont pour l'essentiel été abandonnés. C'est ahurissant. D'ailleurs, il y a le directeur général du budget qui me disait, et c'est lui d'ailleurs qui nous a poussé à le faire, il est sûr que si tous ces bâtiments qui ont été entamés depuis plusieurs années, qu'on arrive à les terminer, que l'État n'a plus besoin de construire d'autres bâtiments. Le directeur de l'Agence nationale de construction des édifices et bâtiments publics démarre ainsi une tournée de supervision des travaux des édifices publics régionaux. Après Thiès, il se rendra au nord du Sénégal. La loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture tarde à être appliquée. Adoptée à l'Assemblée nationale en 2020, elle doit aider à réguler un secteur qui peine à sortir définitivement de l'informel. Mamadou Sakine. Cette rencontre consacre la validation technique des projets de texte d'application de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture. C'est une importante étape pour sa mise en œuvre opérationnelle. Il faut ensemble mettre en œuvre les textes d'application de cette loi. Autrement, la loi existerait, mais sa mise en œuvre opérationnelle pourrait être handicapée par l'inexistence de ces textes. Et c'est ça tout le challenge et c'est ça toute l'importance de la rencontre que nous sommes en train de tenir. Permettre à cette loi de s'appliquer de manière optimale pour l'ensemble des acteurs en mettant en œuvre donc ces textes d'application, mais surtout aussi mettre en œuvre ces textes d'application dans une démarche constructive et dans une démarche inclusive. L'intérêt de cette loi est de permettre aux artistes et acteurs culturels d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Je pense que ces textes vont nous arranger et nous aider à organiser le secteur, parce que c'est un secteur quand même qui est très informel. Donc c'est un secteur également qui manque de protection vis-à-vis du juridique, qui manque de protection au niveau des maladies des artistes, qui manque de protection sur beaucoup de choses, de financement également. Et je pense que ces textes-là vont nous aider carrément à réguler quand même le secteur. La loi portant sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2020. Elle est presque dans sa phase terminale avec les réflexions en cours pour son bon déroulement au profit de tous les acteurs culturels. Des migrants de retour des Émirats arabes unis veulent réussir leur réinsertion socio-professionnelle après un séjour difficile à Dubaï. Ils ont sollicité l'Office national de la formation professionnelle pour avoir de nouvelles compétences. Kaltom Key. C'est une trentaine de jeunes de retour au Sénégal après un séjour difficile à Dubaï. Pour leur réintégration, l'ONG Jamra signe un protocole d'accord avec l'ONFP. Objectif, soutenir ces jeunes migrants dans leur recherche d'emploi. Nous avons pour ambition de mettre en œuvre un programme national intitulé Forum social national de réintégration professionnelle des migrants, sans en cibler une destination particulière. Et la rencontre d'aujourd'hui a pour particularité de s'intituler Atelier d'identification des besoins de formation qualifiante pour les migrants de retour de Dubaï. Mais on aura après d'autres ateliers pour les migrants de retour d'Espagne, les migrants de retour, etc. Donc c'est un programme national. Un programme national avec l'implication de plusieurs structures étatiques.
L'Office national de formation professionnelle, pour sa part, a déjà procédé au profilage professionnel et social, ceci en vue de cerner les besoins en formation des migrants, avec des entretiens individuels. Et à l'issue de ces entretiens, 10 migrants ont sollicité des formations de courte durée avec l'ONFP dans les domaines suivants: agriculture, conduite d'engins TP, infographie, informatique, électronique, électricité, bâtiment, etc. 10 d'entre eux aussi ont sollicité des financements et bénéficieront de l'appui de l'ONFP dans l'élaboration de projets en vue de financement auprès du dispositif mis en place par l'État du Sénégal. D'autres cibles ont besoin d'un accompagnement psychosocial. Tout cela pour dire, chers invités, que l'État du Sénégal a mis en place un dispositif très pertinent pour trouver des solutions. Ce dispositif d'accompagnement mis en place est salué par ces jeunes. Nous étions en effet loin de nous imaginer, depuis notre retour au Bercail, il y a plus d'1 an, que nous ferions l'objet d'autant de bienveillante attention pour nous aider à sortir du tunnel et à envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme. À travers un programme ambitieux de réinsertion socio-professionnelle. Au nom de tous mes camarades rescapés de migration, nous adressons nos sincères remerciements aux responsables de démembrement de l'État. La sensibilisation contre l'immigration clandestine continue. Acteurs politiques, non étatiques et culturels sont tous mobilisés. Daradi Family a même fait un son dans ce sens pour conscientiser les jeunes sur les conséquences néfastes de ce phénomène. L'immigration irrégulière n'a pas que des adeptes chez les moins de 35 ans. À Bambey, l'un des départements les plus pauvres du Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui sont enclins à se battre et à gagner leur vie au Sénégal, plutôt que de se risquer à prendre les pirogues de la désolation. Dame Silla les a rencontrés. L'immigration irrégulière continue toujours de faire des victimes amères. Et pourtant, au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, des pirogues continuent toujours de transporter des candidats à l'immigration, malgré les nombreux risques. À Bambey, les jeunes en font un débat. Pour certains, rien n'explique une telle option, mais pour d'autres, le choix se justifie. Si j'avais 400 000, je vais l'investir dans le commerce. Acheter des chaussures à Koloban et les revendre. Au bout de 6 mois, je ferai un bénéfice d'1 million et c'est ce que je conseille aux jeunes. Ceux qui préfèrent allier l'Europe par pirogue, je ne les blâme pas. Dans ce pays, la réussite n'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, il y a les pressions sociales et familiales. C'est à cause de tous ces facteurs que les jeunes prennent certains risques. À Bambey, la quasi-totalité des jeunes travaillent dans le secteur informel. Certains rêvent de découvrir l'Europe, mais préfèrent passer par la voie légale. Je conseille aux jeunes de se fier à la volonté divine. Personne ne peut forcer ce qu'il doit avoir dans sa vie. C'est Dieu qui décide l'avenir. J'invite la jeunesse à s'armer de patience et des bonnes valeurs. D'autres, par contre, n'envisagent même pas de quitter le pays. Avec un financement conséquent de l'État, ils promettent de réussir sans franchir les frontières. Moi, je ne vais nulle part et je ne le conseille à aucun jeune. Si tu réussis à avoir 400 000, investis la somme dans un secteur rentable au lieu de prendre les pirogues. La question de l'immigration irrégulière occupe ces temps-ci le devant de l'actualité nationale et internationale. À Bambey comme ailleurs, le sujet continue de susciter un débat entre les jeunes. Et puis cet exercice de pêche pas du tout évident sur la Grande Côte, à Lompoul-sur-Mer, dans la région de Louga. Les pêcheurs vivent l'un des moments les plus incertains. Leur activité est au ralenti. Les quelques rares captures qu'ils parviennent à réaliser sont pris d'assaut par les revendeurs qui, pour leur part, se plaignent du manque d'équipement de conservation. Comment survivre dans ce grand désert halieutique? Lamine Touré jette l'hameçon sur une question, vous allez le voir, assez périlleuse.
À la va-vite, ces pêcheurs de Lompoul-sur-Mer détachent ces masses de filets pour une opération dite de survie, autrement dit, à la recherche d'une ressource de plus en plus rare. De l'autre côté du quai, Aladjiba et son équipe viennent de franchir le rivage, une moisson maigre, vite sollicitée par des revendeurs. Ils sont partis hier soir. Ces pêcheurs n'ont ramené qu'une seule caisse de poissons. Aidés par une mer agitée, Aladjiba et ses camarades tirent leur embarcation des eaux avec un goût d'amertume aussi triste. Pour cette sortie, j'ai travaillé avec 7 personnes pour ne rien gagner au bout du compte. Ces pêcheurs accusent les chalutiers étrangers d'être la cause de cette rareté du poisson. C'est une concurrence déloyale qui se joue en haute mer, disent-ils. D'ailleurs, ici, un radar a été installé sur ce site pour surveiller la pêche industrielle. Mais aujourd'hui, ce dispositif est en panne. Avec le radar, on parvient à limiter l'activité des bateaux. Mais le dispositif ne marche plus. Les promesses pour le réparer n'en finissent jamais. Ces camions font la navette entre Lompoul-sur-Mer et les centres urbains du pays. Ils passent des jours à attendre un chargement de poissons. C'est l'autre chaîne de la filière qui est touchée de plein fouet. Depuis 2018, donc, il faut se rendre à Dakar pour se procurer de la glace jusqu'à 300 000 francs CFA. Attendre 10 jours le poisson, tout cela impacte sur le prix. Une caisse de sardines peut coûter jusqu'à 80 000 francs CFA. Lompoul-sur-Mer est une localité située dans la région de Louga, département de Kébémer, une zone qui jouxte la Grande Côte, connue pour ses activités de pêche lucrative. À l'image de beaucoup de sites, Lompoul-sur-Mer traverse le grand désert halieutique. Keur Mbouki tient son schéma communal, aménagement, développement territorial, foncier, vol de bétail. Le document définit les stratégies à adopter pour exploiter les potentialités de cette commune de la région de Kaffrine. Claire Diop. Le document stratégique vise l'émergence de la commune. L'atelier a vu l'adoption à l'unanimité du schéma communal d'aménagement et de développement territorial de Keur Mbouki. Nous sommes dans la région de Kaffrine, département de Birkelane. Le processus de planification spatiale enclenché en amont a permis d'évaluer l'existant, les potentialités, besoins et limites. À ces questions, des propositions concrètes avec en toile de fond la prise en charge des besoins des populations locales. Ce qu'on veut, c'est que le bureau municipal puisse s'approprier de ce document-là et veiller à vraiment mettre en œuvre toutes les recommandations, toutes les directives qui sont dans ce document-là par rapport au développement de la commune. Donc nous également, comme la commune va s'en approprier, nous également, nous allons les appuyer à faire de telle sorte que peut-être organiser un forum des bailleurs, forum des investisseurs, pour qu'ils puissent voir dans le SCAD quelle est leur contribution qu'ils peuvent apporter au développement et à l'édifice également pour le développement de la commune de Keur Mbouki. Keur Mbouki, l'une des 2 communes pilotes où le projet est déroulé. Dans le document, tous les secteurs d'activité sont pris en compte. Depuis que le programme a intervenu dans la commune, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de connaissances en matière foncière. D'ailleurs, en plus de ce qui nous ont aidé à délimiter notre commune, la délimitation du coup a été déjà faite. Bientôt, le document sera là, officialisé. En plus de cela aussi, c'est un document qui va nous servir de boussole, comme on l'a dit, qui va nous servir de torche pour éclairer notre chemin, qui va nous mener vers l'émergence. Dans cette partie du pays, les conflits entre agriculteurs et éleveurs ne manquent pas. La question est aussi prise en compte. Au niveau de Keur Mbouki, on touche du bois, on a eu à gérer toutes ces questions-là à l'aide de GIZ qui nous accompagne partout dans nos travaux par rapport à la gestion foncière de l'arrondissement de Keur Mbouki.
Donc, en fait, je pense que depuis qu'on a commencé à travailler avec ces projets-là, on sent nettement qu'il y a une réduction drastique de ces conflits entre agriculteurs et éleveurs parce qu'il y a eu un accompagnement très franc de ces projets-là. La session a réuni autorités administratives locales, conseillers et partenaires au développement. Le document validé va servir de référence technique et politique pour un développement harmonieux. Un accent particulier est mis sur les secteurs agriculture, saliculture et protection de l'environnement pour une plus grande valorisation des ressources naturelles. C'est sur ces images que se termine ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 23h pour une autre édition.